Vous êtes parmi nous? Ah, je vous entends très mal. Je vous entends très mal. Oui, je vous entends très bien. Bon, bah écoutez, on va essayer de faire une moyenne. Je vous entends bien. Bien, le discours sur les banlieues du président Macron d'il y a quelques jours, quelques semaines, vous a inspiré un certain nombre de réflexions en général. Alors nous vous écoutons. Oui, en fait, ce discours n'était pas là. On fait revenir un peu sur un autre sujet qui est sur c'est le service national universel. On sait que ce service national universel, qui est voulu par le président de la République, c'est en réalité une promesse de campagne. En effet, oui, on en a parlé. Quand même, a été largement sous-estimé. On peut s'en rendre compte. Alors, si vous voulez, certains dénoncent d'ailleurs une fausse politique que certains qualifient même de farfelue, mais que tous, je dis bien, reconnaissent coûteuse. Parce que les estimations qui sont faites sur ce service universel, service national universel, en ce qui concerne le fonctionnement, il serait chiffré entre 2,5 et 3 milliards d'euros par an, sans compter l'investissement de départ, puisqu'on part là de zéro, qui serait entre 12 à 15 milliards et étalé sur 7 à 8 ans. Alors, vous voyez, ça n'est pas quand c'est même considérable. Alors, si vous voulez, pour ma part, moi, j'aurais tendance à dire que sur ce sujet, le président s'est piégé lui-même avec cette promesse qui probablement, d'une part, a été peu réfléchie, mais qui lui a permis, il faut bien le reconnaître, de gagner quelques points pendant la campagne présidentielle, mais dont il a pris conscience aujourd'hui, confronté, il faut le dire, à la dure réalité, pris conscience des difficultés et des obstacles incontournables qu'on ne règle pas d'un coup de baguette magique. D'ailleurs, ces difficultés sont telles qu'on ne compte plus, je ne sais pas si vous le savez, on ne compte plus le nombre de rapports sur le sujet qui ont été ou qui sont établis par différents groupes ou organes sollicités. Sur le sujet d'un service national, c'est bien Oui, sur le service national universel. Certains de ces rapports, on peut même l'affirmer, ayant énervé sérieusement le président. Pour quelle raison? Eh bien parce qu'ils estiment qu'il n'est pas possible ou pas souhaitable de rendre le service universel obligatoire. On peut même dire que la multiplication des rapports prouve bien que cette promesse du candidat Macron à la présidentielle est en train de virer, oui, il faut le dire, au cauchemar. Alors qu'il faut quand même le souligner, l'échéance se précise puisque le projet définitif devrait être présenté par le gouvernement au début de cet été. Donc, comme vous pouvez le voir, on y arrive. On est là, on a dépassé la mi-mai, le mois de juin, c'est très bientôt, et donc on y est. Alors, cela dit, à l'expérience de sa première année de mandat et de sa façon de mener les réformes qu'il a décidées, le président ne me semble pas homme à reconnaître une maladresse ou à devoir revenir sur une telle promesse. Il est quand même relativement pragmatique. Oui, mais sur le plan banlieue de Borloo, il a quand même dit non. Bien sûr, oui, tout à fait. Mais tel qu'on a pu voir sa façon de procéder, de décider, on peut penser que sur ce sujet, il ira jusqu'au bout. Mais je dirais, pour ma part, il risque de se prendre les pieds dans le tapis. Car cette affaire pourrait avoir des conséquences qu'on n'imagine pas aujourd'hui, qui sont probablement inattendues, car de nombreuses voix discordantes se font entendre, qui déplorent d'une part le coût réel de cette réforme et s'interrogent même sur sa pertinence. Donc il y a là un vrai problème. Alors il y a de quoi s'inquiéter, bien sûr, car on peut se poser la question, qu'est-ce que le président souhaitait initialement? Il proposait d'instaurer un service national, en fait, il faut le reconnaître, militaire dans son esprit, dans l'esprit du président. Oui, donc avec un encadrement militaire, voilà, c'est bien ça. Qui devait être universel et obligatoire pour une durée de seulement
rendre compte que cette proposition est utopique pour des raisons qui, pour moi, me semblent évidentes. D'ordre pratique en particulier. Voilà, d'une part, les budgets des armées qui ont déjà subi de véritables purges depuis la fin de la guerre froide et la professionnalisation des forces ne peuvent plus être amputés pour satisfaire ce service national. Par ailleurs, leurs effectifs ayant subi également des réductions drastiques ne permettent plus d'assurer l'encadrement et la formation de ce service. D'autre part, les moyens en infrastructure, que ce soit ce qu'on appelait les casernes en général, mais qui ont des systèmes d'hébergement, de restauration, etc., n'existent plus aujourd'hui. L'armée a vendu beaucoup de terrains et de bâtiments, oui. Exactement. Enfin, imaginez un service national d'une durée aussi courte dans une optique militaire. Qu'est-ce qu'on peut y apprendre? Une aberration, Oui, elle ne peut se traduire finalement, certains l'ont dit, par une sorte de colonie de vacances qui durerait en fait moins de 4 semaines. Avec des militaires transformés en géo et en assistants sociaux, quoi. Absolument. Parce que si on tient compte des différentes formalités, vous savez, quand il y a les formalités d'arrivée à l'accueil, il y a toute une partie administrative à effectuer, la réception de l'équipement, de l'habillement, etc. L'aspect visite médicale, qu'il ne faut pas ignorer, et puis également ce qui a été annoncé par certains, le dépistage des difficultés notamment liées à l'illettrisme de certains. Donc, voyez, là, le terrain est vaste, en effet. de choses. Et voilà, et si on ajoute à cela les formalités de départ, quand ils partiront, au bout de ce mois, qui seront un peu plus courtes, bon, on arrive à une colonie de vacances de 3 semaines. Alors, mais cela, si vous voulez... C'est peut-être cher payé, en effet. Oui. Pour l'instant, rien n'est encore décidé, hein, et le dernier, parce que je vous disais, il y a plusieurs rapports qui ont été fournis, ou qui sont en cours, et le dernier de ces rapports suggère, lui, d'organiser ce service national universel en 2 phases, avec un tronçon obligatoire d'une durée d'1 mois après la classe de 3e, c'est-à-dire lorsque les jeunes se trouvent dans l'âge entre 15 et 18 ans. Alors cette partie, ce tronçon obligatoire d'1 mois, en fait, serait lui-même scindé en 2 parties. Un temps de cohésion de 15 jours en internat, et cela pendant les vacances scolaires, articulées autour de plusieurs modules, je dirais. Et ensuite, la deuxième partie serait un temps dit temps d'engagement d'une quinzaine de jours également, autour d'un projet collectif. Donc ça, c'est la partie, je dirais, obligatoire. Et la seconde phase serait une phase d'engagement volontaire au service du pays qui, elle, aurait une durée de 3 à 6 mois et qui devrait être faite avant 25 ans. Donc vous voyez, quand on examine, je n'ai pas toutes les données de tous les rapports qui ont déjà été fournis, mais on voit bien que le président est un peu agacé par certains de ces rapports parce qu'ils ne vont pas dans le sens qu'il espérait. On se rend compte que les choses ne sont pas si simples. Alors, comme je le dis, le nombre de rapports qui se sont succédés montre bien les hésitations sur la finalité et les modalités de mise en œuvre de ce service, qui pourrait finalement se traduire, et certains le préconisent de plus en plus maintenant, sous une forme de formation citoyenne, mais qui serait dénuée de toute connotation militaire. Pas de formation militaire, d'accord. Alors s'il s'agit de faire fréquenter les stands de tir aux jeunes des banlieues, ils vont peut-être mieux éviter, non? Oui, absolument. Mais avant qu'on soit à ce stade de la formation, vous savez, il y a beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts, à mon avis. Parce que ce que l'on préconise, c'est surtout des données pour, comment dirais-je, pallier un petit peu les carences antérieures, dont celle de l'éducation nationale. C'est-à-dire redonner aux jeunes certaines idées de la vie ensemble, de la mixité, etc. Mais ce n'est pas la vocation des armées. Bien sûr, tout à fait. Et c'est évident. Hein, ces dernières n'ont pas vocation à se substituer aux institutions chargées de l'éducation des jeunes Français. Alors, vous parlez du coût
de cette mesure éventuelle, encore une fois, Oui. est-ce que ces coûts seraient intégrés au budget des armées? Je rappelle l'objectif du chef de l'État, 2% du PIB en 2025, soit à peu près 50 milliards d'euros. Est-ce que les coûts dont vous avez parlé, en particulier les coûts d'investissement entre 12 et 15 milliards, sont intégrés à ce budget ou bien est-ce que ce serait en supplément? Alors, c'est le gros problème, parce que, comme je vous le dis, rien ne sort pour l'instant, aucune réponse n'est donnée. On attend, le gouvernement devrait présenter le projet avant cet été, mais ce que l'on peut dire en revanche, c'est qu'il y a beaucoup de tensions autour de ce projet qui devrait, si on a entendu, s'exercer dans un cadre interministériel. Mais à l'évidence, il faut bien qu'un ministère en prenne la gouvernance, ne serait-ce que pour éviter la dilution des responsabilités. Alors, lequel ministère? L'Éducation nationale? Les armées? Mais je crois qu'il y a d'autres questions qui se posent avant de pouvoir répondre à cette question. Quel contenu pour le service? Quel hébergement? Quel encadrement? Parce que l'encadrement est important. Et ces tensions, je peux vous l'affirmer, sont perceptibles non seulement chez les parlementaires, qui se sont, selon l'expression même d'un député, pris entre l'enclume jupitérienne et la foudre des armées, mais même, il faut le dire, au sein du gouvernement qui est divisé justement devant l'impact sur le budget des armées que pourrait avoir le financement de ce service national. C'est pourquoi, ce que je vous disais tout à l'heure, en conséquence, pourrait être des choses très inattendues si le président a resté sur son outil, parce que l'adoption de ce projet conduirait à de nouvelles tensions entre le président et les armées. Si, en effet, les armées sont sollicitées dans le cadre de ce service national universel, et que leurs moyens en effectif et en budget sont impactés, on ne voit pas comment le chef d'état-major des armées pourrait rester silencieux et ne pas marquer son désaccord. Car comme vous l'avez indiqué il y a quelques instants, on le sait, après l'édition de son prédécesseur, il y a moins d'1 an, le président de la République s'est quand même engagé à augmenter le budget des armées qui en avait besoin pour atteindre 2% du PIB, mais à l'horizon 2025. On y est encore tard. Et les missions des armées, des forces professionnelles, eh bien, les missions n'ont pas changé. Alors, c'est en cela que je dis que où allons-nous? Est-ce qu'un clash n'est pas à l'horizon, ou est-ce que la montagne n'accouchera pas d'une souris, finalement? Parce que si on persiste à vouloir impacter le budget des armées, on risque dans ces conditions une nouvelle tension, à mon avis, entre le chef des armées et ses armées. Dans ce cas, qui peut le dire, mais ne peut pas l'exclure, s'il y a vraiment tension, est-ce qu'une nouvelle démission du Sénat actuel est envisageable? Ce serait, à mon avis, d'un effet dévastateur en termes d'image et de crédibilité pour le président. Mon général, pour conclure en 1 minute, devant les hésitations et cette espèce de terrain extrêmement mouvant dont vous faites état, on a vraiment l'impression que le régime est en train de reconnaître que la situation dans les quartiers ethniques est en train de lui échapper de manière irrémédiable. Le plan Borloo semblait une tentative. Bon, manifestement, c'était hors de prix. Est-ce qu'on n'a pas affaire avec cette résurgence d'un service national, une espèce de gadget pour calmer les foules? Eh bien, je vous dis, le président s'est pris lui-même dans son propre piège. Très honnêtement, je ne vois pas très bien comment il va pouvoir s'en sortir. Parce que vous parliez en introduction de son discours, entre guillemets, sur les banlieues, il y a quelques jours. Il est quand même effarant que le président lui-même reconnaisse ce que les bien-pensants n'admettent pas, c'est-à-dire le grand remplacement qui a bien lieu dans tous ces quartiers évoqués par le président.
Merci, mon général. Ça sera malheureusement le mot de la fin, sur une note qui n'est pas très optimiste, j'en conviens. Merci infiniment, et donc je compte sur vous pour votre prochaine tribune. À très bientôt. Au revoir. Chers amis